peut y aller. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus pour assister à cette soutenance d'HDR qui s'intitule « Inférence en génétique spatiale des populations, vue par le prisme de la coalescence ». Je voudrais tout spécialement remercier les membres du jury qui sont ici présents et présentes et aussi en visio, et d'avoir accepté de faire ce travail. Donc je vais commencer par explorer rapidement mon parcours. Ensuite, je vous ferai une petite introduction au cours de laquelle j'essaierai de vous expliquer le plus simplement possible 3 notions qui apparaissent dans mon titre et qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour tout le monde, qui sont la coalescence, la notion de dispersion et l'inférence statistique. Ensuite, au cours de 3 chapitres, je vous présenterai comment on a développé et testé 3 méthodes différentes et pourquoi on est passé de l'une à l'autre. Et enfin, je conclurai et donnerai quelques perspectives. Donc mon parcours, il est extrêmement linéaire, puisque j'ai commencé dès mon M1, lors d'un stage avec Arnaud Estoupe en Australie, à étudier l'invasion du crapaud de la canne à sucre, donc en Australie. Et pour cela, j'ai utilisé ma première méthode d'inférence de la dispersion à partir de données génétiques. Et ensuite, au cours de ma thèse, d'un postdoc d'1 an et demi, puis ensuite j'ai été recruté au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, puis je suis redescendu à Montpellier, au CBGP en tant que chargé de recherche, et pendant ces 25 ans, j'ai toujours travaillé sur l'inférence démographique à partir de données génétiques, en me spécialisant sur la dispersion à petite échelle géographique et évolutive. Donc cette thématique de l'inférence, ce domaine de l'inférence démographique à partir de données génétiques, c'est à l'interface entre la biologie évolutive, l'écologie moléculaire, les statistiques et la bioinformatique. Donc le but de mes travaux, c'était de comprendre le fonctionnement démographique des populations et de participer en tout cas à l'étude du fonctionnement démographique des populations, notamment en essayant de développer et de fournir à la communauté des logiciels libres, open source, faciles à utiliser. En plus de ces recherches, j'ai toujours fait de l'enseignement, un petit peu parce que je ne suis pas maître de conférence, mais j'aime bien ça. Bon, les heures à la fac se réduisent de plus en plus, donc j'ai plus en plus de mal à en faire, mais j'aime beaucoup enseigner 15 à 30 heures par an en M1, M2 et dans des modules de l'école doctorale. J'ai fait pas mal d'encadrement, j'ai encadré en 6 M1, 18 M2, 5 doctorants, dont 3 en cours, et 3 postdoctorants. En plus de ça, je me suis toujours impliqué dans des tâches collectives, que ce soit dans des conseils d'unité, dans la gestion des plateaux de calcul, ou encore dans l'organisation de colloques comme MCEB, Mathematical and Computational Evolutionary Biology, que j'organise maintenant depuis 13 ans, je crois, 12 ans, 10 ans, longtemps. Et depuis 3 ans, je suis maintenant référent développement durable du CBGP, et c'est une tâche qui me prend beaucoup de temps, mais qui me tient à cœur. J'insisterai tout de suite que tout ce travail est entièrement collaboratif, comme beaucoup de la recherche. Non seulement, bien sûr, on partage ce travail avec les étudiants, mais comme vous le verrez, j'ai eu des collaborations très longues avec François Rousset, Pierre-André Crochet, Arnaud Estoupe, ou encore Renaud Vitalis, Miguel Navasquez, Mathieu Gauthier, et plein de chercheurs en génétique de population du CBGP et d'ailleurs. Voilà pour mon parcours, et on va passer maintenant à l'exposé scientifique. Donc déjà, quand on lit mon titre, notamment ma famille, mais d'autres ont du mal à comprendre ce que ça veut dire. Donc en gros, l'inférence en génétique spatiale des populations vue par le prisme de la coalescence, c'est d'utiliser des outils basés sur la coalescence pour développer et ensuite tester des logiciels qui implémentent des méthodes d'inférence des processus démographiques locaux et récents, dans mon cas, notamment sur les caractéristiques de dispersion et de densité à partir de données génétiques en population naturelle. Et ceci dans le but d'aller vers des estimations de plus en plus complètes en termes de modèles et paramètres, de plus en plus précises, mais surtout toujours robustes. Et c'est un point qui va ressortir dans cet exposé, puisque pour moi, la robustesse est un facteur clé des analyses de biologie évolutive en population naturelle. Le principe de l'inférence en génétique des populations est le suivant, c'est-à-dire qu'on a dans la nature, on a des forces évolutives que sont la sélection, la mutation, la dérive génétique qui est liée à la taille des populations, la recombinaison, la migration, qui agissent à travers des processus stochastiques sur les populations naturelles et les individus. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va étudier donc certaines de ces populations en échantillonnant un certain nombre d'individus. Ces individus, on va les séquencer ou les génotyper pour avoir accès à leurs données génétiques, à leur génome aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant.
Et ensuite, le but de l'inférence, c'est justement à partir de ces données génétiques, populationnelles ou individuelles, d'essayer, à l'aide de modèles, de comprendre quels sont finalement et de quantifier quels sont les paramètres qui ont agi au cours du temps sur les populations naturelles pour donner le polymorphisme que l'on observe aujourd'hui. Donc pour cela, il faut bien sûr des données génétiques, mais il faut aussi des modèles d'hémogénétique et des méthodes d'inférence statistique. Et c'est surtout ça dont je vais parler maintenant. Donc globalement, moi je me suis surtout intéressé aux paramètres démographiques suivants, les tailles de population, surtout les densités, quand on s'intéresse à des échelles fines, des taux de dispersion, qu'on appelle aussi migration, et des distributions de dispersion. Donc vous allez entendre souvent ces mots-là dans l'exposé. Et on s'intéresse aussi à leur changement au cours du temps, une thématique que je n'aborderai pas trop aujourd'hui. Pourquoi on s'intéresse à ces paramètres démographiques? C'est parce qu'ils sont des facteurs clés dans l'adaptation locale des populations à leur environnement, en interaction avec les paramètres sélectifs bien sûr. Et d'autre part, il y a aussi un fort intérêt à les estimer en population naturelle pour la gestion des populations, que ce soit en biologie de la conservation, pour l'étude des bioinvasions, ou encore dans l'optique de développer des méthodes agroécologiques. Par exemple, estimer la migration, la dispersion entre des populations, ça peut renseigner sur la connectivité entre ces populations, ou encore, si on arrive à estimer des distributions de dispersion, elles vont pouvoir nous renseigner potentiellement sur les vitesses d'invasion. Donc pour essayer de... Donc je vais vous présenter quelques notions qui seront souvent abordées dans la suite. Donc je vais commencer à l'envers par rapport à mon titre. Je vais d'abord vous parler de la théorie de la coalescence. Ensuite, je vais vous parler rapidement de la génétique spatiale des populations et de la notion de dispersion, et quel modèle on utilise. Et je finirai par quelques mots sur les méthodes d'inférence statistique. Donc en génétique des populations, en évolution, le temps va du passé jusqu'au présent, hein, comme c'est le temps classique qui avance. Et pour générer des données de polymorphisme à partir de modèles, on peut par exemple faire des modèles qui reconstruisent la transmission des lignées génétiques par descendance à chaque génération, comme on a représenté ici, dans la population totale. C'est l'approche classique qu'on dit en avant, forward en anglais. Et pour cela, il faut donc simuler dans le sens du temps la population totale pour avoir le polymorphisme génétique au présent qui nous intéresse. La théorie de la coalescence arrive à ce moment-là, puisqu'en fait on se rend compte que pour des processus neutres, en fait on n'a pas besoin de simuler toute la population d'avant dans le temps, mais si on s'intéresse qu'à un échantillon, par exemple ici un échantillon de 3 individus ou 3 gènes dans une population, il suffit de reconstruire l'histoire généalogique des lignées jusqu'à leur ancêtre le plus commun, le plus récent, pour simuler un processus qui est l'équivalent de ce processus-là, juste pour nos 3 échantillons. Donc le but, l'idée de la coalescence, et ça c'est notamment ce qu'on implémente quand je vais parler des algorithmes exacts génération par génération, on peut voir ça comme on part de l'échantillon présent, et à chaque génération, on va se demander quelles sont nos lignées ancestrales qui vont coalescer, ou si on est dans un modèle de population structurée, quelles sont les lignées qui vont disperser. On va faire ça à chaque génération, en trouvant de temps en temps des coalescences comme ici, jusqu'à l'ancêtre commun, et on va ainsi... On va ensuite... Donc, ça nous permet de reconstruire l'arbre de coalescence qui est représenté ici, donc qui est défini par 2 événements de coalescence, sur lesquels on peut rajouter les mutations, par exemple ici on a une mutation, pour au final arriver à la génération d'un échantillon génétique, ici de 3 gènes, avec un allèle de type ancestral et 2 allèles de type dérivé. Cette méthode génération par génération, elle est très rapide par rapport à l'approche classique forward, puisqu'on n'a pas à simuler toute la population, mais que les lignées ancestrales, et elle est extrêmement flexible. En fait, on peut considérer quasiment n'importe quel modèle en se posant chaque génération ces questions de qui coalesce, ou qui migre, ou qui recombine, ou qui fait quoi. Cependant, cette approche est assez peu utilisée, a été assez peu connue en génétique des populations, puisque dès le début de la coalescence, un modèle approché a été développé, que j'appellerai ici le N-coalescent. En fait, quand on fait l'hypothèse que les tailles de population sont grandes, donc pas ici parce qu'on a N égale 10, mais dans un cas imaginaire où la taille de population est grande, en fait, on n'a pas besoin de se poser ces questions à chaque génération, puisque on peut avoir une expression très simple en termes de distribution exponentielle de ces temps de coalescence. Du coup, en utilisant ce modèle approché du N-coalescent, on n'a plus besoin de reconstruire génération par génération, mais il suffit de tirer 2 temps
dans ces distributions exponentielles pour construire l'arbre de coalescence. Ensuite, comme dans la méthode génération par génération, on rajoute les mutations et ça nous permet d'avoir un échantillon génétique. Donc le N coalescent, il est beaucoup plus rapide que l'algorithme génération par génération, mais par contre, il est beaucoup moins flexible, du fait notamment des approximations de grande taille de pop et de petit taux d'événement. Ce qu'il faut retenir là aussi, c'est que finalement, notre échantillon ici, toute l'information qu'il porte en quelque sorte, c'est l'information qui est déduite de la série des événements de coalescence et des mutations. Donc en gros, l'information qu'il y a dans un échantillon génétique, c'est ce qui se passe pendant l'arbre de coalescence qui est sous-jacent. Et ça, je vais pas mal utiliser ça pendant l'exposé. Donc la théorie de la coalescence, elle permet notamment des simulations très efficaces, mais elle permet aussi d'avoir une intuition des patrons du comportement, des inférences en génétique des populations. Par exemple, on voit rapidement que si on se place dans des populations, dans des grandes populations, l'arbre de coalescence va remonter très loin, notamment dans le passé lointain, alors que si on se place dans des petites populations, il va être beaucoup plus court et concentré dans le passé récent. Même chose, si on considère de la migration entre populations, quand le taux de migration est petit, on va avoir tendance à remonter loin, puisqu'il faut que les lignées se rejoignent pour coalescer, alors que quand le taux de migration est grand, avec des petites tailles de pop, on va rester dans un passé très récent. Du coup, dans ces cas-là, le polymorphisme génétique de l'échantillon va être influencé par les processus passés lointains, alors que dans ces cas-là, le polymorphisme qu'on observe va dépendre uniquement des processus récents. Donc après avoir vu ce qu'était la théorie de la coalescence, j'espère que vous avez bien compris, on va voir maintenant quel modèle on peut utiliser en génétique spatiale des populations pour estimer la dispersion. Donc les modèles qui sont classiquement utilisés en génétique des populations, tels que le modèle en île, ici, où la migration est équiprobable entre ces 5 populations de grande taille, ils ne sont pas assez réalistes pour étudier la dispersion à petite échelle géographique. En effet, on sait que globalement, chez les espèces en population naturelle, la dispersion est fortement limitée dans l'espace, et d'autre part, les individus ne sont pas toujours clairement distribués en sous-populations panmictiques, notamment dans le cas d'habitats plutôt continus. On reviendra là-dessus aussi. L'isolement par la distance est un modèle simple qui peut considérer ces deux facteurs en considérant une dispersion localisée dans l'espace et potentiellement un habitat plus ou moins continu. Les modèles d'isolement par la distance ont été initiés par Wright en 1943 et ils sont basés sur un principe qui est ce qui est vraiment la base de l'isolement par la distance, qui est que la dispersion est spatialement limitée. Dans les modèles, comment on fait pour prendre ça en compte? On considère une distribution de dispersion parent-descendant qui nous donne la probabilité qu'un individu laisse un descendant à la génération suivante à une certaine distance. Et on peut utiliser plusieurs distributions de dispersion avec des différentes formes. Et c'est ça qu'on va chercher à essayer de caractériser. Dans les modèles d'isolement par la distance, on s'est focalisé sur les modèles en réseau, parce que quand on ne considère pas un réseau, il y a des complications qui arrivent. Sur ce réseau, donc un réseau c'est une grille, sur ce réseau, on peut placer soit des dèmes, ici, donc des sous-populations panmictiques, soit des individus ou des couples, comme j'ai représenté ici. Et bien sûr, dans les deux cas, la dispersion va être fonction de la distance, et la dispersion va être plus forte à petite distance géographique qu'à grande distance géographique. Donc ces deux types de modèles vont être utilisés notamment en fonction de la distribution spatiale des individus et des habitats. Par exemple, si on s'intéresse à des tritons dans des mares, on pourrait utiliser le modèle en DEM en considérant que la reproduction est panmictique dans les mares et qu'il disperse entre les mares. Si on s'intéresse à des insectes dans un champ ou dans une forêt, ou des lézards, voilà, on peut considérer plutôt des modèles continus où les individus sont distribués de façon homogène dans un habitat plutôt continu. L'intérêt de ce modèle est qu'il permet d'éviter la définition de sous-population panmictique qui n'est pas toujours évidente. Donc dans ces modèles, on a beaucoup de paramètres. Je vais essayer de passer au plus vite parce que c'est un peu rébarbatif, mais en gros, on va s'intéresser notamment à la taille des dèmes, que je noterai M en général, au taux de dispersion, quelle est la probabilité qu'un individu sorte de son dème ou de la place où il est né, que je noterai M, des distributions de dispersion, des paramètres qui caractérisent ces distributions de dispersion. Par exemple, je parlerai souvent du paramètre G qui caractérise une dispersion géométrique. Et on a aussi la notion de densité, donc le nombre d'individus sur la surface, qui est notamment intéressant dans les modèles en habitat continu. Pour ce qui est, on va aussi parler de paramètres composites,
et notamment de deux paramètres qui vont apparaître beaucoup dans mon exposé et qui ne sont pas forcément faciles à intuiter. C'est sigma 2, enfin un paramètre, c'est sigma 2, le carré moyen de la dispersion par rang descendant. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que si sigma 2 est faible, ça veut dire que les individus ne dispersent pas loin, et si sigma 2 est fort, les individus dispersent loin. Ça suffit. Et souvent, on va le voir apparaître sous forme de produit avec la densité. Donc le produit des sigma 2, le produit de la densité par sigma 2, ce paramètre de dispersion. Parfois, il y a un 4pi devant, mais ça, on s'en fiche parce que ce 4pi, c'est constant. Et ce qu'il faut aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce produit des sigma 2 qui caractérise l'inverse de la force de l'isolement par la distance. C'est-à-dire que si des sigma 2 est fort, s'il y a des densités fortes et que les individus dispersent loin, bah globalement, on a peu d'isolement par la distance et on va se rapprocher de populations panmectiques. Au contraire, si sigma 2 est faible, sur des sigma 2 est faible, bon, un mix de densité faible et de dispersion à faible distance, dans ce cas-là, on va avoir un fort isolement par la distance et on va s'éloigner des populations panmectiques. Et il y a quelques autres paramètres dont je parlerai aussi, qui sont les produits classiques des tailles de population fois le taux de mutation, ou bien des tailles de population fois le taux de migration. Voilà, et maintenant un petit mot sur les méthodes d'inférence statistique. Alors ça, c'est celle où j'ai le plus de mal à expliquer, c'est la méthode des moments. En fait, en gros, la méthode des moments, elle est basée sur le principe qu'on peut exprimer une certaine quantité Q en fonction d'un paramètre d'intérêt du modèle. Donc on définit Q en fonction de ce paramètre. Ensuite, on peut calculer cette même quantité Q sur des données génétiques. Donc on peut estimer Q sur des données. Et en fait, on va inverser la première relation et mettre l'estimateur qu'on a eu sur les données génétiques pour estimer le paramètre d'intérêt. C'est une méthode qui réduit fortement les données, puisqu'elles sont réduites juste à la statistique Q, et souvent il y a peu de paramètres estimables, puisque c'est pas évident d'exprimer ces quantités en même temps, qu'on peut calculer en même temps sur les données, et en même temps calculer sur des paramètres du modèle. Si on prend un petit exemple rapide avec un lancer de pièces, imaginons qu'on ait fait 10 terrages de 4 faces et de 6 piles, qu'on note la variable aléatoire t égale 1 quand c'est une face et 0 quand c'est une pile. On peut calculer la somme des valeurs de t divisées par n, donc en gros la moyenne empirique. L'espérance de cette moyenne, on voit tout de suite que c'est p, qui est la probabilité d'avoir pile, ou d'avoir face, on va dire, avec cette pièce. Et qu'est-ce qu'on va faire? Sur ce tirage, notre moyenne empirique, c'est 4, et du coup, on peut estimer ce paramètre P, la probabilité que la pièce nous donne face, à 0,4 ici, par exemple. Ce qu'il faut voir, c'est que, pour ceux qui font de la génétique des populations, c'est par exemple l'exemple classique de l'utilisation de la formule FST égale 1 sur 1 plus 2NM, où on estime FST sur les données génétiques, et du coup, on estime le nombre de migrants NM à partir de l'inversion de cette formule. Le maximum de vraisemblance, maintenant, donc pour le maximum de vraisemblance, il faut savoir calculer ou estimer la vraisemblance des données, sachant les paramètres, en tout point de l'espace des paramètres. Et ça, c'est la contrainte. C'est que dans plein de modèles, on ne sait pas calculer ou estimer cette vraisemblance. Par contre, si on sait le faire, du coup, c'est la méthode d'inférence statistique optimale, puisqu'en fait, on peut tracer la surface de vraisemblance et l'estimateur par maximum de vraisemblance, qui est l'estimateur multiparamètre, est le point qui maximise cette surface de vraisemblance, cette vraisemblance, et qui correspond donc au jeu de paramètres pour lequel l'échantillon observé est le plus probable. C'est la meilleure approche statistique pour l'inférence, puisqu'elle utilise toute l'information des données, on ne la résume pas, et elle permet d'estimer tous les paramètres d'un modèle, à condition qu'il y ait de l'information dans les données sur ces paramètres. Maintenant, je vais vous parler de l'inférence par simulation pour finir. Cette inférence par simulation, on va surtout l'utiliser quand on ne sait pas calculer ou estimer la vraisemblance. Et on va essayer de l'approcher, ce qui est plus ou moins faux, en comparant les données réelles et les données simulées. Pour les données génétiques notamment, qui sont de grande taille et difficiles à interpréter, parce que c'est des tableaux de génotypes ou des alignements de séquences, on va réduire ces données de grande dimension en un ensemble de statistiques résumantes. Donc on n'aura pas une statistique résumante, mais un ensemble de statistiques résumantes qu'on choisira pour réduire au moins les données, pour garder de l'information sur les paramètres d'intérêt. Et à partir ensuite d'un grand nombre de simulations, qu'on va appeler table d'apprentissage, on va en gros retenir, avec différentes méthodes, les paramètres qui génèrent les statistiques résumantes les plus proches de celles calculées sur les données observées. On va pouvoir utiliser par exemple des distances entre les statistiques ou encore des algorithmes d'intelligence artificielle comme Random Forest ou des réseaux de neurones.
Donc en gros, la méthode des moments, elle est simple, mais limitée à certains paramètres, et il y a une réduction forte des données. Le maximum de vraisemblance, il est complexe, pas toujours calculable, mais c'est la meilleure approche d'inférence. L'inférence par simulation, c'est une alternative très flexible à la vraisemblance, mais avec une légère réduction des données selon les statistiques résumantes qu'on arrive à prendre en compte, et le cadre statistique d'inférence n'est pas toujours optimal. Après vous avoir défini ces trois notions, je vais passer à la première méthode qui nous a intéressés, qui est la méthode de la régression. Cette méthode de la régression, c'est la méthode que j'avais utilisée sur les données du crapaud pour étudier son invasion. Donc en isolant par la distance, on a vu que la caractéristique principale de l'isolement par la distance, c'est qu'il y a de la dispersion limitée dans l'espace. S'il y a de la dispersion limitée dans l'espace, on comprend bien que deux individus proches vont plus se reproduire, et il va y avoir donc, les individus vont être génétiquement plus différents quand ils vont être éloignés géographiquement. C'est ce qu'on représente ici quand on regarde la différenciation entre des populations ou des individus. En isolement par la distance, en modèle en île, c'est constant, ça ne dépend pas de la distance. En isolement par la distance faible, ça va augmenter un petit peu avec la distance, et en isolement par la distance forte, ça va augmenter fortement avec la distance. C'est sur cela que se base la méthode de la régression qui a été développée par François Roussey en 1997 et en 2000. Cette méthode, elle est basée sur le fait que François a montré, en dérivant des modèles mathématiques d'isolement par la distance, qu'on pouvait obtenir une relation linéaire entre un paramètre de différenciation bien spécifique et la distance géographique entre échantillons, ou le logarithme en 2 dimensions. Ce paramètre, c'est FST sur 1 moins FST. Si on considère FST, par exemple, on n'aura pas la bonne relation. Mais si on considère FST sur 1 moins FST, ou AR, qui est l'équivalent de FST sur 1 moins FST, mais calculé entre individus, dans ce cas-là, on a une relation très simple avec le logarithme de la distance géographique, et on voit que la pente est égale à 4pi des sigma 2. Le principe de cette méthode, c'est une méthode des moments, c'est d'utiliser cette relation et de l'inverser, et de dire que sur des données réelles, ici en population, pour chaque paire de population, on va calculer la différenciation grâce à FST sur 1 moins FST, on a la distance géographique, donc on va avoir un nuage de points comme ça pour notre ensemble de paires de population, on fait une régression linéaire, et on utilise la pente de cette régression linéaire comme estimateur du produit des sigma 2. Ça, c'est la même chose, mais sur individu. Il y a beaucoup plus de variantes, il y a beaucoup plus de points parce qu'il y a beaucoup plus de comparaisons individuelles que de pop. Il y a beaucoup plus de variances aussi. Et globalement, même si ces nuages paraissent bizarres, en fait, la méthode marche potentiellement mieux dans ce cas-là que dans l'autre. Cette méthode de la régression, elle permet donc d'estimer le produit des sigma 2. On l'a largement testé par simulation, notamment pendant mon master et ma thèse. Et toutes ces simulations suggèrent qu'elle permet une estimation robuste du produit des sigma 2 local et actuel. Donc quand je dis robuste, c'est par exemple peu sensible aux variations démographiques passées, aux hétérogénéités spatiales autour de la zone étudiée. Cependant, c'était que des tests par simulation. Et un des points que je trouve très important, c'est que la méthode de la régression, elle a permis notamment de faire des comparaisons entre des estimations génétiques et des estimations indépendantes à partir de données démographiques de la même quantité, le produit des sigma 2. Sur cet exemple, c'est un travail en collaboration donc avec François Roussey et avec une équipe d'Angleterre sur des demoiselles, qui sont des genres de libellules. Ils avaient fait une étude de capture, marquage, recapture, donc une étude démographique, où ils avaient capturé des libellules, ils étaient retournés plein de fois les récupérer pour estimer justement des distributions de dispersion, comme on a ici, et aussi ils ont estimé une densité. Donc à partir de ces distributions de dispersion, on a pu calculer un sigma 2. Comme on avait la densité, on a fait le produit, on avait une estimation démographique du produit des sigma 2. Ils ont aussi échantillonné des individus, 700 individus qu'ils ont génotypés à 13 locus microsatellites, qui ont permis, grâce à l'estimation de la régression, d'avoir une estimation indirecte par les données génétiques du produit des sigma 2. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a comparé les estimations démographiques et les estimations génétiques sur 3 cycles d'études différents, et globalement, on a vu qu'elles étaient relativement concordantes. Ces comparaisons ont été faites aussi sur un ensemble de jeux de données appartenant à des espèces très différentes, et à chaque fois, on a vu une bonne concordance entre les estimations démographiques et les estimations génétiques. Pour moi, c'est un résultat extrêmement important, puisque non seulement il valide la méthode de la régression, mais il valide aussi le modèle d'isolement par la distance.
Et pour moi, on peut en conclure que l'isolement par la distance et la méthode de la régression semblent de bons modèles et d'une bonne méthode pour faire de l'inférence des paramètres démographiques à une petite échelle géographique et temporelle. Cette robustesse de l'estimation du produit des sigma 2, on peut justement l'interpréter grâce à la coalescence. On est notamment dans les cas du modèle d'isolement par la distance en habitat continu, on est dans des cas où on a des toutes petites tailles de population, puisqu'on a des tailles de population qui tendent vers un individu ou un couple. On a aussi des très forts taux de dispersion. Pour revenir par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ça veut dire que la majorité de l'arbre de coalescence est dans un passé récent, et que donc on a une faible influence des processus démographiques passés, de l'hétérogénéité de l'habitat et des processus mutationnels et adaptatifs. Donc la méthode de la régression permet l'estimation de des sigma 2, mais uniquement des sigma 2. Des sigma 2 n'est pas toujours parlant pour les biologistes. D'autre part, on a vu que c'est une méthode des moments qui faisait une utilisation suboptimale des données, puisqu'elles sont résumées dans la pente uniquement de la régression. Et d'autre part, toutes les dérivations mathématiques ne sont uniquement valables dans un modèle d'isolement par la distance homogène dans l'espace et constant dans le temps. Ça ne peut pas être autrement. Du coup, ce sont certaines limites de cette méthode de la régression. Cependant, elle a quand même été énormément appliquée sur plusieurs milliers de jeux de données. Et globalement, toutes ces applications valident qu'une grande majorité des espèces sont en isolement par la distance, donc ce qui donne encore plus de poids, d'intérêt à ce modèle, et aussi que l'isolement par la distance, que les patrons d'isolement par la distance est souvent beaucoup plus fort qu'attendu sur la base d'a priori biologiques. Par exemple, des espèces qui volent ont des sigma 2 petits, et on peut parfois s'en étonner. Donc pour aller plus loin, on se disait qu'on pourrait essayer d'estimer D et sigma 2 séparément, et notamment ça c'est une demande forte des empiristes, et ça se comprend bien parce que c'est quand même plus facile d'interpréter la dispersion et la densité séparément, et se demander si on ne pouvait pas estimer d'autres paramètres du modèle IBD que juste ce produit des sigma 2. Théoriquement, l'inférence basée sur la vraisemblance pourrait le permettre, et c'est la raison principale pour laquelle, justement, dans un deuxième temps, on s'est penché sur ces méthodes d'inférence par maximum de vraisemblance, basées sur la coalescence. Donc dans les années 95 à 2000, les deux approches, c'est la naissance des deux approches pour estimer la vraisemblance d'un échantillon génétique à partir d'algorithmes de coalescence. L'idée, c'est qu'en génétique des populations, on ne sait pas estimer la probabilité des données sachant les paramètres directement. Par contre, on sait estimer la probabilité des données sachant une généalogie et les paramètres. Et on sait aussi estimer la probabilité d'une généalogie sachant les paramètres démographiques. Du coup, l'idée, c'est de prendre les généalogies comme un paramètre de nuisance et d'intégrer sur ces généalogies. Alors, comme on ne peut pas intégrer sur toutes les généalogies parce que l'espace est trop complexe, on utilise des simulations de Monte-Carlo. On va faire attention de choisir des fonctions d'échantillonnage préférentielles qui vont nous aider à trouver les meilleures généalogies expliquant le mieux les données. Et c'est là toute la difficulté de ces approches. On a choisi de se baser sur donc les deux approches, il faut noter, c'est un point important pour la suite, que ces deux approches sont basées sur les approximations du N coalescent. On a choisi d'adapter les algorithmes d'échantillonnage préférentiel de Stephen Sedonelli et d'Aiorio et Griffiths. Et on les a implémentés dans différents modèles, dont l'isolement par la distance en une dimension et en deux dimensions dans le logiciel Migraine. On a testé ce logiciel par simulation, et les premiers résultats nous étaient assez encourageants puisqu'on a vu qu'ils nous permettaient d'estimer d'autres paramètres que juste le D sigma 2, notamment le produit NM, la forme G de la distribution géométrique, de dispersion géométrique, et le produit NU. Comme on peut voir sur ces graphiques, où pour chaque paramètre, on a un panel, où on peut voir qu'on estime les paramètres avec des biais relatifs assez faibles et des variances aussi relativement faibles. L'alignement des points sur la diagonale ici nous montre que la couverture des intervalles de confiance est bonne. Donc ces résultats-là sont plutôt très bons. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'ils étaient malheureusement assez peu robustes. Notamment, dès qu'on essaye de considérer des modèles avec des plus petites tailles de population et des forts taux de migration, on obtient tout de suite des biais assez forts sur certains paramètres. Comme on peut le voir ici, dans le panel de droite, on est dans une situation qui correspond aux hypothèses du N coalescent, avec des taux de migration faibles et des grandes tailles de pop. On a des estimations précises et des bonnes couvertures des intervalles de confiance. Quand on passe à des simulations
avec des petites tailles de pop et des taux de migration plus forts, donc on s'éloigne des hypothèses du coalescent, on voit tout de suite apparaître des forts biais sur l'estimation du produit NM et un peu sur G, et des intervalles de confiance qui sont, en gros, c'est des estimations qui sont fortement biaisées. Donc on a NM et G qui sont fortement biaisés, mais ce qui est rassurant quand même, c'est quand on regarde, alors NB c'est 4pi des sigma 2, quand on regarde l'estimation du produit des sigma 2, on a toujours une bonne couverture des intervalles de confiance et une inférence précise. Donc l'estimation de D sigma 2 est robuste avec cette méthode. Les autres limites qu'on peut voir, c'est d'une part des forts temps de calcul, parce que c'est pas évident de... Voilà, et plus on considère une grille avec beaucoup de DEM, plus les temps de calcul sont longs. Du coup, c'est une première limitation. L'autre limitation qui est encore due au N coalescent, c'est le fait qu'on ne puisse pas considérer d'habitat continu. On ne peut pas faire tendre les tailles de population vers 1 ou 2. Du coup, ça pose certaines difficultés de comment fitter un échantillon qui est pris sur une population avec une densité irrégulière sur un modèle où la grille de DEM est complètement régulière et la densité est régulière aussi. On reviendra un petit peu là-dessus sans doute dans la suite. Donc globalement, on peut conclure que le maximum de vraisemblance est fortement influencé par ces hypothèses du N coalescent qui le limitent, et que seule l'estimation de D sigma 2 est robuste, interprétable, et quand même plus précise qu'avec la méthode de la régression. Ça, c'est quand même bien. Quand on regarde ce graphique où on montre l'analyse de 200 jeux de données par la régression, puis en maximum de vraisemblance, on voit que l'estimation est plus précise en maximum de vraisemblance et que globalement, dans toutes les situations testées, on a toujours une réduction d'un facteur de 30% à 80% de la variance. Donc pour conclure, on peut dire que le maximum de vraisemblance basé sur la coalescence permet d'estimer tous les paramètres du modèle, mais que dans des conditions complètement favorables, ce qui est en général pas le cas en population naturelle, et qu'en général, donc en population naturelle, on peut estimer que le produit des sigma 2. Elle permet quand même une utilisation optimale des données, complète, et on a vu certaines limitations liées au temps de calcul et aux hypothèses du coalescent. On est toujours dans le cas où on estime que sigma 2, donc qui est peu parlant pour les biologistes, et vu les difficultés qu'on a eues avec ces méthodes, on doute un peu sur le fait de pouvoir ajouter des hétérogénéités spatiales et ou temporelles. Donc pour aller plus loin, on voudrait toujours essayer d'estimer D et sigma 2 séparément, et on voudrait essayer d'avoir une estimation robuste, dans ce cas, d'autres paramètres du modèle IBD. Et aussi essayer de considérer des habitats hétérogènes, vu les problèmes de fit des modèles avec les données réelles. Théoriquement, l'inférence par simulation devrait le permettre. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'inférence par simulation. Donc, les méthodes d'inférence par simulation, elles ont été initiées notamment en génétique des populations dans les années 2000, et notamment au CBGP, où Arnaud Estoup a participé au développement de DIY-ABC, puis plus récemment d'une nouvelle méthode ABC Random Forest. Ces méthodes, elles sont très puissantes, elles sont très flexibles, puisque n'importe quel modèle peut être considéré à partir du moment où on sait faire des simulations assez efficaces des données. Par contre, le point négatif, c'est qu'il faut trouver les bonnes statistiques résumantes qui vont nous permettre de garder l'information intéressante pour les paramètres d'intérêt. Donc, dans notre cas, pour faire de l'inférence par simulation sous isolement par à distance, on a choisi de développer un nouveau simulateur. Donc, tous ceux dont je vous avais parlé avant étaient basés sur IBDSim, le simulateur que j'avais fait en Master 2. Donc, ça commençait à être vieux et rouillé. Du coup, il y a quelques années, avec un étudiant en thèse, on a développé un nouveau simulateur qui s'appelle GSpace, dont je vais parler un petit peu. Et l'idée, donc, pour faire cette inférence par simulation, c'est de coupler ces simulateurs avec une librairie de calcul de statistiques résumantes qui s'appelle GSumStat, et de coupler ça à une nouvelle méthode d'inférence statistique. C'est pas de l'ABC, c'est une nouvelle méthode qui a été développée par François Rousset, dont je parlerai un tout petit peu. Tout ça, on a encapsulé tout ça dans un package R qui s'appelle GSpace.fr pour d'une part faciliter les inférences pour des non-spécialistes et aussi pour nous permettre de faire facilement des tests par simulation de précision, de robustesse et de tester la couverture des intervalles de confiance. Donc ce simulateur GSpace, c'est un algorithme, il implémente un algorithme exact de coalescence génération par génération, donc on peut s'affranchir des hypothèses du N coalescent, avec recombinaison, contrairement à IBDSim, donc maintenant on peut simuler des génomes, et il est basé sur des modèles de population spatialement structurés, en DEM ou en habitat continu sur un réseau, avec différentes distributions de dispersion.
La librairie de calcul de statistiques résumantes, qui va être utilisée pour calculer des statistiques sur les données simulées et sur les données réelles, considère un certain nombre de statistiques non spatiales classiques, le nombre d'allèles, l'hétérozygotie, FIS, FST, le spectre d'allèles, le spectre de fréquence allélique. Et aussi, bien sûr, quelques statistiques résumantes qui prennent l'information spatiale, notamment les pentes la pente et intercept des régressions qu'on a vues tout à l'heure. Et il y a aussi des statistiques qui prennent en compte la recombinaison, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc tout ça, on l'a couplé avec le package Infusion, qui implémente la méthode Summary Likelihood, donc vraisemblance résumée. Le but, c'est d'essayer d'avoir une surface de vraisemblance à partir des statistiques résumantes, qu'a développé François Rousset. C'est une alternative à l'ABC Random Forest, et notamment, on est en train de faire des comparaisons en ce moment de ces différentes méthodes. Le principe, et je ne vais vraiment pas développer parce que c'est pas facile à expliquer, c'est d'essayer d'aller vers une estimation de la vraisemblance résumée, de la surface de vraisemblance résumée, à partir de la distribution jointe des paramètres et des statistiques résumantes, en utilisant des mélanges gaussiens multivariés. En plus de ça, et ça c'est un point important, c'est qu'elle fonctionne de manière itérative pour aller de plus en plus vers les zones qui nous intéressent. Donc les premiers tests par simulation que nous avons fait sous isolement par à distance entre individus en habitat continu, avec un couple par nœud du réseau, en considérant des petits jeux de données génétiques, une centaine d'individus échantillonnés au centre d'un habitat carré de 30 x 30, et génotypés à 20 marqueurs indépendants multialléliques, ou bien 100 marqueurs SNP répartis sur 10 chromosomes, qui donnent à peu près des résultats corrects, sachant que là, on peut prendre en compte la recombinaison, alors que là, pas du tout. Enfin, l'information du déséquilibre de liaison. Les premiers résultats qu'on a eus, donc c'est sous la même forme que les graphiques présentés tout à l'heure, nous montrent qu'on peut estimer certains paramètres avec une très bonne précision. Le taux de migration ici, ou encore la forme G de la distribution géométrique sont estimés avec une bonne précision. Par contre, dans cet exemple, la taille du réseau et le taux de mutation sont pas estimables du tout, voire très très mal, de même que la taille de l'habitat. Quand on regarde les paramètres composites qui nous intéressent, notamment le sigma 2 était aussi relativement bien estimé, avec un peu plus de variance et une couverture des intervalles de confiance qui reste à améliorer. Le θ global de la population est très bien estimé. Et un facteur important ici, il semblerait qu'on arrive à estimer la densité. Du coup, ces deux résultats-là suggèrent qu'on peut estimer la densité et sigma 2 de manière indépendante. Donc voilà, les inférences sont plus ou moins précises selon les paramètres. Globalement, on peut estimer très précisément le taux de migration, la forme de la distribution de dispersion, la densité et le θ global de la pop. Un peu moins précisément le sigma 2, mais ça c'est surtout pour des questions enfin je sais pas. Par contre, on arrive beaucoup moins bien à estimer la taille totale de la population indépendamment du taux de mutation. C'est à relativiser parce qu'a priori, en changeant un peu les échelles d'échantillonnage, on a peut-être l'espoir de réussir à estimer ces deux paramètres séparément aussi. Une limite importante qui est apparue, c'est la difficulté à gérer des variations de densité à cause de la nature discrète du réseau et des distributions de dispersion. En effet, ici, dans le cas où on est dans une densité qui colle à la densité de l'échantillon, donc qui est en gros la condition de départ qu'on considère, on peut calculer une distribution de dispersion sur une dizaine de points. Alors que si on veut garder les mêmes caractéristiques de dispersion, mais sur un modèle où on baisse beaucoup la densité, en fait on a beaucoup moins de points, et du coup c'est beaucoup plus difficile d'ajuster, et globalement, à partir du moment où on considère des densités qui sont de l'ordre de 5 fois plus faibles, on n'arrive plus du tout à considérer des distributions de dispersion avec des caractéristiques communes lorsqu'on change la densité. Ça, c'est à discuter. Donc les tests par simulation ont montré d'une part des résultats très encourageants, mais des temps de simulation quand même très longs, et peut-être un problème avec la nature discrète du réseau qui reste à gérer. Depuis ces derniers mois, avec un étudiant de master, on a essayé d'appliquer cette méthode pour la première fois sur des données réelles, et ça a mis en avant quelques difficultés. Notamment le fait qu'on considère un modèle constant dans le temps. Mais si jamais la taille actuelle de la population est toute petite, ça veut dire que la taille de la population sera toute petite pendant toute l'histoire de cette population, et du coup on va pas avoir de polymorphisme dans les données.
L'idée, en gros, c'est qu'on n'a pas de procédure qui nous donne du polymorphisme ancestral. C'est un truc qu'on va devoir mettre en place. À côté de ça, on s'est aussi rendu compte qu'on a voulu comparer nos estimations de la densité avec des densités estimées à partir de données démographiques, que c'est franchement pas évident, parce que à quelle densité démographique il faut comparer? Typiquement, ben voilà, si on prend un carré comme ça, on va arrondir, on va calculer une densité moyenne sur une certaine surface, mais si on tire ça dans une zone plus petite, on aura une densité beaucoup plus forte. Et là, voilà, il y a pas mal de questions à se poser sur à quoi correspond la densité qu'on utilise, qu'on estime, et comment on pourrait aller vers des densités qui sont plus biologiques en essayant de prendre en compte de l'hétérogénéité spatiale de la densité. Et bien sûr, il reste à comparer les performances de cette méthode d'inférence par simulation en termes de précision et de robustesse par rapport à la régression et au maximum de vraisemblance, en même temps sur des données réelles et sur des données simulées. Donc pour conclure, on peut, voilà, je bloque. Je vous ai présenté, les résultats que je vous ai présentés montrent en quelque sorte la pertinence du modèle d'isolement par distance, notamment sa version en habitat continu avec des DEM d'un individu ou d'un couple, puisqu'il paraît assez réaliste pour faire des inférences précises et robustes. On atteint peut-être un peu les limites du modèle en réseau. J'espère vous avoir bien montré les intérêts et les limites des différentes approches d'inférence, mais aussi la complémentarité des tests par simulation et sur données réelles, pour lesquels on a la chance, dans notre cadre, d'avoir accès à des données démographiques indépendantes, ce qui n'est pas toujours évident. Enfin, je voudrais insister sur un point qui me paraît fondamental, qui est le résultat de la dernière méthode d'inférence par simulation, qui suggère qu'on peut estimer séparément les paramètres des sigma 2 m, peut-être NMI. Alors qu'en génétique des populations, globalement, jusqu'à-là, on n'estimait que des produits de paramètres. Ceci est dû sans doute au fait qu'on considère de la coalescence exacte génération par génération, alors que la plupart des méthodes d'inférence se placent dans le cadre des approximations du n coalescent, dans lequel les paramètres sont définis dans le modèle sous forme de produits. C'est aussi sans doute grâce au comportement du modèle d'isolement par distance qui fait qu'on peut avoir une dérive locale et globale qui peut être un peu différente, et que peut-être que ça permet justement de séparer les différents paramètres. Tout ça est à creuser, mais ça suggère des choses intéressantes. Donc pour moi, vraiment, la robustesse, comme on l'a vu notamment avec le maximum de vraisemblance, la robustesse est un facteur crucial à prendre en compte lors de l'évaluation de méthodes d'inférence en génétique des populations. Et on peut peut-être dire qu'on a bientôt atteint notre premier objectif, puisque ces dernières méthodes montrent qu'en combinant des méthodes d'inférence par simulation avec le modèle d'isolement par distance entre individus en habitat continu, permet des estimations de beaucoup plus de paramètres que les méthodes développées précédemment. Et on peut aussi, puisque ce sont des méthodes d'inférence par simulation, se dire que ces modèles pourraient être facilement étendus pour prendre des modèles d'isolement par distance plus complexes. J'espère aussi que je vous ai montré l'intérêt d'un projet de recherche sur le temps long, et voilà, et notamment à mettre en parallèle avec le fait qu'on nous pousse à faire de la recherche sur projet sur des temps courts, que j'aime pas trop. Voilà, donc pour ce qui est des perspectives, quand on fait de l'inférence et de la modélisation, en fait, il y a quasiment une infinité de perspectives tout le temps, puisqu'on peut définir des nouveaux modèles, des nouvelles méthodes, des nouvelles statistiques pour répondre à des nouvelles questions. Mais si on voit un peu les priorités, et notamment c'est ce qu'on va chercher à implémenter avec Ghislain qui vient de commencer sa thèse avec moi, c'est le fait de pouvoir considérer une population ancestrale panmictique pour deux raisons. D'une part, limiter les temps de calcul, parce que faire considérer un modèle complexe jusqu'au MRCA, c'est lourd et ça n'a pas forcément de sens. Et d'autre part, pour pouvoir générer du polymorphisme ancestral, quelle que soit la taille de la population actuelle. Enfin, il faudra tester la robustesse au déséquilibre démographique, et si on montre qu'il n'y a pas de robustesse, peut-être essayer d'inférer les variations démographiques passées, telles que les tailles d'habitat et les variations de densité, conjointement avec la dispersion. Et enfin, un dernier point qui semble très important, c'est d'essayer de prendre en compte certaines hétérogénéités spatiales de la densité pour pouvoir bien coller entre le modèle et les données en habitat un peu complexes. Tout ça pour aller vers plus d'applications de plus en plus précises
en biologie de la conservation, sur les bioinvasions ou encore pour développer des méthodes d'agroécologie. Et bien sûr, donc tout ça suggère encore de nombreuses années de recherche collaborative avec plein d'étudiants et d'étudiantes. Si on veut aller un peu au-delà de la science, j'aimerais juste dire un petit mot sur le fait qu'on a un très fort biais de genre dans notre discipline et qu'il faut œuvrer le plus possible pour résoudre ce souci. Et plus globalement, je pense qu'il est temps de se poser des grosses questions et d'essayer de protéger notre planète, nos libertés académiques et sociales, lutter contre les inégalités et promouvoir la coopération au lieu de la compétition. Notamment si on veut que nos étudiants et étudiantes puissent s'appuyer dans le futur sur ce qu'on leur apprend aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, notamment au jury, au public, à François, à Arnaud, à tous les étudiants et les étudiantes que j'ai encadrés, au CBGP, que je ne quitterai jamais, à ma famille, à mes amis, et notamment de Grabel, que je ne quitterai pas non plus. Merci beaucoup. On va laisser un petit moment pour que les gens puissent quitter la salle tranquillement.